Je suis surprise que dans aucun des articles, et ils sont de plus en plus nombreux, consacrés au terrain d'aviation de Carpentras, personne ne mentionne jamais le nom des fondateurs et les efforts qu'ils ont déployés pour sa construction. En conséquence, je veux assurer à mes petits-enfants que ce terrain, sans mon consentement bien sûr et pour cause, a été fait, acheté, aménagé et construit d'abord par votre grand-père et grand-oncle, ce dernier étant le plus aidé dans l'association avec Edgar Soumy et Sylvain Recordier. Le but était de transporter rapidement les fruits et légumes de la région dont nous étions le centre producteur, alors que les expéditeurs emportaient les fraises à Marina dans 2 chevaux. Personne, et surtout pas les Avignonnais, n'en avait eu l'idée jusqu'alors. Jean Avon m'assure que ses nombreuses interventions à la Chambre de commerce, car il était supporter, étaient jugées sans intérêt. Il faut croire que l'idée n'était pas si mauvaise, puisqu'en ce moment, 1991, un avion piloté par une femme, mère de 2 enfants, part tous les jours d'Avignon pour emporter les fruits et légumes à Hambourg. Mais revenons à Carpentras. L'arrachage fini et la planification réalisée, il fallait trouver de l'eau. Un sourcier recruté par Marcel, je suppose, l'avait annoncé à 7 mètres. C'était dur à creuser. Tous les dimanches, chacun s'exécutant une demi-heure d'affilée. 7,50 mètres, je crois, ce fut la joie. Après le triomphe du puits, il s'agissait de construire la maison du club, ce qui petit à petit fut fait, et bien fait, puisqu'elle existe encore. Il fallait enfin un hangar pour abriter les premiers avions. Il fut érigé avec de vieilles, très vieilles tôles dénichées aux puces par M. Soumy père. Dans Aviation Magazine de janvier 1955, Lucien Espinasse écrivait « C'est donc à Perne, au pays natal du fabricant des records du monde, que j'ai retrouvé le d'Artagnan des mousquetaires à Carpentraciens, le compagnon d'armes des frères Vève, défricheurs, pionniers autant que potiers méridionaux, de Bouzanquet, le trésorier, moniteur d'Istres, retraité, de Recordier, ministre des Affaires étrangères de la confrérie, autant que secrétaire de police de la ville. Équipe de choc, sous les couleurs du président des Isnards, glorieuse ancienne de la RAF, pour la grande gloire de l'aviation légère et sportive. » Aussi bien Marcel Vève que Félicien, que Soumy et que moi-même, nous étions férus d'aviation. Voilà. C'est l'amour de l'aviation qui a fait que nous avons décidé de créer un aéroclub à Carpentras. Mais pour faire un aéroclub à Carpentras, il fallait que nous ayons un terrain. Parce que nous avons remonté à la Libération l'aéroclub d'Avignon. Et on a dit, les Avignonnais ne nous ont jamais fait aucun cadeau. Il n'y a aucune raison pour que nous ne créions pas quelque chose sur Carpentras et qui serait vraiment à nous. Et alors, Soumy était agent immobilier, moi j'étais fonctionnaire à l'époque. Et il s'est mis en chasse pour essayer de trouver des terrains. Et alors nous avons prospecté du côté de Mazan, du côté de Perne. Ce qu'il nous fallait, c'était des superficies assez conséquentes et des terrains autant que possible à des prix très peu élevés, parce qu'on n'était pas riches. D'ailleurs, au début, ils nous prenaient pour des fous, parce que pendant la guerre, ils avaient coupé les chênes truffiers qui ne portaient plus de truffes pour faire du bois de chauffage. Et après, il y avait le repousse de chênes, là, comment ça s'appelle, les souches, refaisaient des machins. Et évidemment, c'était le no man's land, là, et eux n'en avaient aucune utilité. Et ils vous disaient, ah, nous payons les impôts là-dessus. Il paraît que vous achetez des terrains, ben oui, mais on aurait ça là. Alors évidemment, on discutait le prix, on ne l'achetait pas cher. Seulement après, il fallait quand même des souchets pour pouvoir utiliser le terrain. Et c'est là justement que la science et l'imagination des frères Vève nous a permis de réaliser l'aérodrome tel qu'il est là. Avec évidemment aussi l'appui de François Forest, qui était le châtelain de Perne, qui avait beaucoup de matériel, puisque c'était le plus important propriétaire foncier du Vaucluse. Et il a commencé par nous prêter des tracteurs à chenilles, qui marchaient au pétrole. D'ailleurs, il y en a un de ces tracteurs, je suis photographié avec un chapeau de Mexicain dessus, là, un short, tracteur à chenilles et à pétrole. Et puis alors, il en avait un qui datait de la guerre de 14, donc on avait les 2 tracteurs, et on a commencé
à travailler le terrain. D'abord, nous avons travaillé ce qui était en herbe, mais où il n'y avait pas de souches à enlever. Et ensuite, nous avons enlevé les souches les unes après les autres, artisanalement, avec la pioche et la pelle. Seulement, comme c'était très difficile de sortir ces trucs-là, parce que ces chênes étaient vieux, c'était des chênes, la plupart devaient être centenaires, si vous vous rappelez, ils étaient assez conséquents. Alors, avec les tracteurs, on attachait un câble, et puis allez, le tracteur faisait du surplace souvent. C'est ça, la petite photo. Ouais, on arrivait à dessoucher, à sortir ces souches. Alors il y avait plusieurs carrières de gravier, là, des gravières, et ces souches, on les flanquait là-dedans au fur et à mesure, pour boucher les trous. Vous voyez, voilà. Et alors quand nous avons fait tout ce travail, il fallait surfacer. Alors Marcel Veuve avait trouvé à la gare, où il connaissait quelqu'un, un rail de chemin de fer. Et alors ce rail, il avait apporté sur le camion, là, ça pèse terriblement, hein, c'est de l'acier, hein, un rail de chemin de fer. Il avait apporté ça sur le camion, et avec les tracteurs et des chaînes, un se mettait d'un côté, l'autre de l'autre, et nous faisions des va-et-vient entraînant le rail de chemin de fer pour surfacer le terrain. Je vous assure, c'était du travail artisanal, ça, on a beaucoup transpiré, hein, mais on est arrivé quand même à faire quelque chose. Alors là, nous avions une piste qui était quand même assez restreinte, qui devait faire 600 mètres de long. Et nous avions en location une partie de terrain qui n'était plus cultivable, mais sur laquelle se trouvait une ferme. Alors, on avait acheté entre-temps, d'abord, à Avignon, nous prêtait un avion, un Stamp. On a commencé à voler un peu sur ce petit terrain que nous avions fait avec l'autorisation du district de Marignane, du district aérien. Et puis comme quand même il fallait passer à l'action, nous avons décidé, donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, de pressentir tous les propriétaires pour voir s'ils ne nous vendraient pas leur terrain, leurs souches là. Alors il y en a qui nous ont vendu des terrains où ne subsistaient que des souches, mais il y en a d'autres qui nous ont vendu des chênes sur pied. Alors ces chênes, on les a donnés à un bonhomme qui était marchand de bois, qui nous les coupait à 1 mètre ou 1,50 m de hauteur, et nous avec les tracteurs et les chênes, on les arrachait, vous voyez. Ensuite, nous avons réussi quand même, parce que le terrain s'agrandissait, à ce moment-là nous étions à 1500 mètres de longueur à peu près, nous avons réussi à obtenir le concours des bases aériennes. Soumille avait des relations auprès du ministère de l'Air. Moi, personnellement, j'avais des relations auprès du ministre de l'Intérieur. J'avais des relations auprès de l'ancien président du Conseil qui venait manger à la maison, Daladier. Et grâce à ces messieurs, ah oui, quand il avait bu quelques pastis le vendredi, là, et que ça commençait, il s'arrêtait chez ma belle-mère, pour pas descendre jusque chez sa sœur, et je le vois encore, quand il rentrait, il disait « ça sent bon ici. Marie, il n'y aurait pas un couvert supplémentaire ?»« Mais si, monsieur le président. » Hop, Daladier venait casser la croûte. Et donc, ces messieurs nous ont particulièrement aidés pour obtenir le concours des bases aériennes. Ça ne nous a rien coûté. Ces gens-là venaient de Lyon avec du matériel sophistiqué. Alors je ne me souviens plus de leur nom, mais enfin, ils étaient forts. Margoton, c'était l'ingénieur des bases aériennes. C'était l'ingénieur dont la compétence s'étendait sur la région de Lyon, sur la région de Clermont-Ferrand, sur la région de Marseille. Enfin, il avait à peu près la moitié de la France, là, ce type-là. Il allait même jusqu'à Bordeaux, Toulouse. Monsieur Margoton, c'était un grand personnage, duquel on s'était fait un ami. Il venait manger très souvent à la maison Veuve, là d'ailleurs. Il était sympathique, Margoton. Très sympathique. Puis alors, moi, j'étais bien aussi avec l'ingénieur des ponts et chaussées de Carpentras, qui était compétent pour le terrain là-bas, c'était M. Nury. Et avec le concours de tous ces messieurs, je vous dis, nous avons réussi à faire un terrain. Et comme nous avions créé l'aéroclub, nous avons réussi aussi à obtenir la démolition de la ferme. En tant que particulier, nous avons réussi à faire acheter par la mairie la ferme et le terrain, en menaçant les intéressés d'expropriation. Ils ont dit, nous on s'en fout, vous avez qu'à nous exproprier. Seulement, la mairie dit, c'est quand même assez délicat. Je suis retourné voir monsieur le ministre de l'Intérieur de l'époque, monsieur Jules Moc,
et auquel j'ai expliqué le topo. Il me dit, bon, mais d'accord, on va donner l'autorisation, on va déclencher une enquête d'utilité publique, et on va exproprier ces gens, c'est ce qui a été fait. Le procès, parce qu'ils sont allés en cours de cassation, quand ils ont vu qu'ils perdaient parce que leurs prétentions augmentaient au fur et à mesure qu'ils voyaient que ça nous intéressait, que de plus en plus nous étions acquéreurs. Ils sont allés en cassation, ils ont obtenu à l'époque une centaine d'unités, une centaine de millions, alors que nous, nos machins sont limités, je crois, à 10 millions. Seulement, comme ça a duré 20 ou 25 ans, il n'y a pas longtemps que l'arrêt de la Cour a été rendu. Vous voyez, comme ça a duré très longtemps, les frais engagés par eux ont été tels que finalement, ils ont encaissé guère plus que ce qu'on offrait. C'est ça. Ah oui, mais il n'y a que les relations qui comptent. Si on n'avait pas eu les relations que nous avions, on n'aurait jamais pu faire l'aérodrome, ni la SEAC. On n'aurait rien pu faire. Ah mais oui, tous ces gens sont venus. Vous teniez table ouverte, c'était le cas de le dire. On se retrouvait des fois 25 ou 30 à table, là, si vous vous rappelez Georgette. C'est que Marthe était une excellente cuisinière aussi. Et je vous assure que quand Marcel ou Félicien invitaient quelqu'un, il disait jamais non. Apparemment, d'après quelques lettres que j'ai pu retrouver, il y en a certains qui ont été très heureux de leur passage. Ah oui. Oui, parce que quand même, c'était des gens qui avaient une certaine éducation, la plupart d'entre eux, pas tous, même, et qui, après chacune de ces réceptions, envoyaient un petit mot gentil pour remercier de l'accueil, etc., pour féliciter la cuisinière. Ah oui, c'est vrai. Ainsi, on en a vu défiler du monde ici, puis des gens qui occupaient des postes importants. Alors, Sylvain, on a creusé le puits. Oui, ce puits. Oh, pauvre, mais c'est là que Soumi avait perdu une dent. Ah oui? Et oui, il était au fond du puits. Et à un moment donné, il nous appelle et je ne sais pas, il fallait lui envoyer quelque chose, lui faire passer quelque chose. Ah oui, il fallait lui descendre à boire une bouteille au bout d'une ficelle. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est moi, si c'est Marcel, si c'est Félicien. On a fait tomber une petite pierre. Mais comme il était à 8 mètres de profondeur, avec l'accélération, et qu'il avait la bouche ouverte, la petite pierre est tombée sur sa dent, et la dent a cassé net. Alors je me rappelle de ça comme si c'était hier. Alors après le puits, on a fait la petite maison. Après le puits, on a fait la petite maison. Le club. Oui, le clubhouse. Ouais. Oui, et on a fait le hangar également, Voilà. avec des Alors, tôles ce de récupération. hangar, c'était avec quoi que vous l'avez fait? Eh bien, avec des tôles de récupération. Ces tôles, nous les avions eues. Soumis, le père avait trouvé. Oui, chez un ferrailleur. Et moi, j'avais obtenu par Jacques Côté, qui était le maire de Carpentras, j'avais obtenu qu'il nous fasse cadeau de toutes les fermes qui étaient récupérées, là où on a fait le lycée J.H. Fabre. C'était aux plâtrières de Vaucluse. Alors, la ville de Carpentras avait acheté tout ce plateau-là pour y édifier le nouveau collège. Et comme j'étais un ami intime de Jacques Côté, eh bien, il m'avait donné l'autorisation d'enlever le plus grand des hangars, puisque c'était pour y mettre des avions. Et alors, nous avions eu recours à un gars qui travaillait ici et qui était pompier en même temps, et qui s'appelait, il est mort le pauvre, Siffrin Logier. Et Siffrin Logier, qui était pompier, c'est un sportif, je le vois encore au sommet des fermes, déboulonner tout ça, et on démontait ça au fur et à mesure. Alors, les frères Vève avaient inventé un truc, une espèce de palan là, pour descendre ces machins. Enfin, c'était épique de voir ça. Vous savez, on faisait un travail de Romain, avec les outils du Moyen-Âge, là, vous savez. Parce que les Romains, à mon avis, devaient être mieux outillés que les gens du Moyen-Âge. Ah ouais. Alors, il fallait voir ça. Et puis, on arrivait à nos fins, on arrivait à faire du boulot. Parce que les tôles dont parle Georgette... Pardon? Les tôles, on nous avait fait un prix forfaitaire. C'était pas cher parce que c'était des tôles qui avaient été récupérées sur un hangar arrondi. Vous savez comment ça s'appelle, là, un demi-tonneau. Là, Alors, ces tôles étaient courbes. Marcel ou Félicien étaient allés les chercher avec le camion et les avaient entassés dans la cour. Là. Et alors, on avait un rouleau. Et on s'amusait à passer le rouleau sur les tôles pour les aplatir, de façon à pouvoir nous en servir pour mettre sur la toiture.
Et ça a duré des années et des années, ces tôles. Alors quand il pleuvait, des fois, ça suintait un peu parce qu'il y avait des trous. Hein. Puis ça avait pété un peu là où le rouleau était passé. Et puis après, on a obtenu alors des subventions du Conseil général, de la mairie, qui nous ont permis de couvrir avec des tôles valables. Ça nous laissait donc toute latitude pour sortir les avions, les rentrées, les planeurs, tout ça. Moi, je voulais faire ça, puis j'allais ramasser les champignons. Oui. Parce qu'entre-temps, notre petit premier avion, qui était un Luciole, que nous avions acheté avec le porte-monnaie, le portefeuille des frères Vève, du père Soumille, de Julien Olivier, enfin d'un tas de gens que nous connaissions. Cet avion avait des ailes repliables. Et avant d'obtenir l'autorisation de démolir la ferme, qui était au milieu du terrain, eh bien, on rentrait cet avion dans la remise. C'est ce que Nanou a dit, ça. Ouais. Puis alors après, une fois qu'on a démoli ça, que nous avons dû, eh bien, nous avons fait ce hangar là-bas, et là, nous avons réussi à avoir plusieurs appareils. Et le SAL, c'est le service de l'aviation légère et sportive, nous en avait attribué un. Puis avec l'argent des sympathisants, nous en avions acheté un autre. Là, nous pensions faire partir les productions locales, fraises primeurs, melons, enfin tomates, etc., sur les grands marchés, Paris, Londres, l'Allemagne, la Suisse. Seulement, c'est toujours pareil. Il fallait à ce moment-là que nous ayons une piste en dur et on n'avait pas les moyens de se la payer. Parce qu'elle a coûté cher, celle qui vient de faire là. Elle a coûté terriblement cher. Et Avignon avait également un terrain, mais il n'y avait pas de piste en dur. Parce qu'il n'y a pas tellement longtemps non plus qu'il y ait une piste en dur à Avignon. Seulement le terrain d'Avignon s'inondait. C'était argileux. Et les gros appareils ne pouvaient pas se poser. Tandis qu'ici, ils pouvaient se poser parce qu'il y avait 20 cm de terre, et même il y a des endroits où il devait y en avoir 10 cm. C'était du caillou dessous. Là, c'était excellent. D'ailleurs, il y a un jour, il y a un pilote d'Orange qui a eu une panne avec un avion en réaction, et grâce au terrain de Carpentras, il a pu sauver sa peau et l'avion. Oui, il avait un ouragan, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Et l'ouragan a très bien supporté, mais moi je m'y suis posé plusieurs fois avec des Moranes, qui étaient des avions de chasse, et qui pesaient lourd. Et il y avait 850 chevaux sur ces avions-là. Ça, vous savez, ça n'a jamais bougé, et il n'y avait pas de problème. Mais après, les compagnies aériennes, pour venir à Carpentras, exigeaient quand même un terrain en dur. Hein. Seulement, comme je disais tout à l'heure, le moyen... Ah ben ça, évidemment. Il y avait, surtout que quand on avait surfacé, nous et ensuite les bulldozers des bases aériennes, on avait enlevé, il y a guère de terre là-bas, mais enfin, nous on devait en avoir enlevé avec notre rail une vingtaine ou 30 cm, et eux ils ont enlevé le reste. Il y a des endroits, il doit y avoir, je sais pas moi, 10 cm de terre, et après c'est le caillou compact. D'ailleurs, je dois vous dire que pour classer le terrain de Carpentras en terrain de secours éventuel, les bases aériennes ont envoyé les ponts et chaussées faire après des pluies, faire des exercices sur le terrain de façon à voir si des rouleaux compresseurs à pneumatiques, n'est-ce pas, lourdement chargés, qui représentaient, si vous voulez, l'impact d'un avion, pouvaient circuler normalement. Et effectivement, ces expériences ont prouvé qu'un gros porteur pouvait se poser en cas d'urgence, puisque je vous dis, même sans urgence, il aurait pu se poser. Mais un avion, ça coûte cher, et évidemment, les propriétaires des avions qui avaient l'habitude de se poser sur des terrains goudronnés ou cimentés ne voulaient pas prendre ce risque. Mais enfin, on avait été classé comme terrain de secours. Il avait été ouvert à la circulation publique en 1955. Voilà, d'abord à la circulation aérienne avec restriction, et ensuite sans restriction. En 1955, juste après. Moi, je ne m'en souviens pas. Il doit y avoir les papiers dans le truc de... C'est février 1957. Ouais, ça doit faire 40 ans, 47 ans. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, pour se souvenir de toutes ces dates, c'est difficile. On a quand même vécu d'excellents moments, là, les uns et les autres. Parce que le terrain, c'était le rendez-vous du dimanche. La famille Vève au grand complet
descendait là-bas, on cassait la croûte sur place. C'était vraiment, il y avait le grand-père avant, il y avait tout le monde descendait, là, les enfants avant, il y en a un qui est général maintenant, mais il était né, il avait les culottes courtes à l'époque. Hein. Voilà. Nanou, c'est pareil, il était toujours enrhumé, Nanou. Sa mère, Nanou, fais attention, tu vas prendre froid. C'était marrant. Hein. Alors, on passait de bons moments là-bas. Puis alors, il fallait dire aussi que, aussi bien Marcel que Félicien, c'était des rigolos. Et comme Soumis était un rigolo aussi, je vous assure qu'on faisait de ces parties de rigolade qui n'étaient pas piquées des verres. Hein. Ah si, ah, ouais, il y avait l'ambiance. Hein. Il y avait l'ambiance. Dans Ciel de France d'octobre 54, Charles Boissonnade écrivait « À l'arrivée à Carpentras, souvenir confit de soleil. Sortant de la pluie, on entrait dans du rêve, doré comme les raisins que nous offraient les charmantes filles en costume régional, doré comme ces bons sourires larges comme des tranches de melon. Des Isnards, Soumille et tous nos bons amis. Ça n'est pas du jeu. C'est trop facile d'accueillir si bien quand on a du beau soleil. Je vous jure que le moral de la caravane était au zénith, lui aussi.